Donc, merci d'être là ce matin avec nous pour cette présentation de l'actualité des certifications de la branche des services de l'automobile. On se retrouve cette année encore avec Anne-Sophie Lescure, donc du service ingénierie des certifications à la NFA. On va avoir une présentation en deux parties. La première, elle sera consacrée à l'actualité des certifications. C'est Anne-Sophie qui va s'en occuper et qui va vous présenter tout ça. Et puis la seconde, elle sera consacrée aux résultats de l'enquête annuelle sur l'insertion des formés. Et donc déjà, Anne-Sophie, je te laisse la main pour cette première partie. Bonjour à tous. Donc, merci beaucoup Marie-Sophie. Donc, voilà, de quoi je vais vous parler. Je vais vous présenter donc succinctement nos certifications professionnelles, qui sont donc les certificats de qualification professionnelle, les CQP, les titres à finalité professionnelle, les TFP et les certificats de compétences de branche, les CCB. J'aborderai ensuite la poursuite des travaux de rénovation des certifications de la maintenance pour faire face toujours à l'électrification du parc. Je ferai ensuite un zoom sur les certifications des domaines des écoles de conduite et des domaines de pièces de rechange et accessoires. Ensuite, un petit point qui sera dédié à la reconnaissance de l'expérience au sein de la branche, puisque la branche des services de l'automobile s'est mobilisée en 2025, notamment sur la VAE. Et puis, je terminerai par un petit focus rapide sur les actualités de France Compétences. Donc, la NFA, c'est donc le certificateur de la branche des services de l'automobile. Donc, à ce titre, la NFA est mandatée par les partenaires sociaux pour concevoir et rénover les certifications professionnelles qui sont déployées par les organismes de formation. Par ailleurs, nous allons accompagner, bien évidemment, ce déploiement sur les territoires. Enfin, le territoire. Nos certifications professionnelles sont dans le RNCSA, qui est le répertoire national des certifications des services de l'automobile. Et ce RNCSA, nos certifications vont être construites en réponse au RNQSA, donc aux qualifications de ce répertoire, qui est le répertoire national des qualifications des services de l'automobile. Donc, on a une certification qui répond à une qualification. Notre objectif, c'est de développer des certifications qui soient le plus en lien possible aux besoins, aux activités et donc aux besoins des entreprises et surtout qu'elles contribuent à une insertion professionnelle. Donc voilà, pour retrouver l'intégralité de ces deux répertoires, vous pouvez consulter le site de l'ENFA qui est indiqué à droite dans ce petit rectangle gris. Voilà, et je vous l'ai mis dans la conversation, le lien direct qui vous amène sur le RNQSA avec tous les métiers et les fiches de qualification donc correspondantes, comme vous a expliqué Anne-Sophie. Super. Merci beaucoup Marie-Sophie. Donc, les certifications de la branche, c'est 4 types de véhicules. Enfin, elles concernent 4 types de véhicules. Auto, moto, camion, vélo, comme vous le voyez sur la petite illustration. Elles concernent une centaine de métiers et elles vont être sur 4 domaines. Le domaine de la maintenance-réparation, le domaine de la carrosserie-peinture, le domaine du commerce et du service. Donc, qu'est-ce qu'avons-nous comme certification professionnelle? Nous avons des CQP et des TFP qui vont répondre à un métier. Donc, ils vont vraiment être construites dans le but d'apporter une réponse à un métier. En parallèle, nous avons les CCB qui sont nos nouveaux certificats, nos nouvelles certifications tout récemment créées qui, elles, vont répondre à des compétences complémentaires à un métier. La différence entre un CQP et un TFP, c'est que le CQP, il est accessible dans le cadre de l'alternance en contrat de professionnalisation, alors que le TFP est accessible lui aussi en contrat d'apprentissage. Par ailleurs, les deux peuvent être ouvertes et déployées à des publics salariés et ouverts aussi évidemment à des publics de demandeurs d'emploi. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter les trois, revenir, parce que certains les connaissent déjà, les trois CCB. Donc, nous avons pour commencer 2 CCB qui sont dédiés aux véhicules électriques, véhicules hybrides. Donc, toujours dans l'objectif de répondre aux enjeux des entreprises qui sont confrontées à l'électrification du parc. Donc, un premier CCB sur la maintenance VEVH qui s'intitule « Réaliser l'entretien et la maintenance d'un véhicule électrique et d'un véhicule hybride ». Donc, ce CCB, il va intervenir en fait en formation complémentaire pour des mécaniciens et des techniciens qui souhaitent intervenir justement sur cette réparation des VEVH.
Il a pour objectif de répondre à 3 grandes compétences. Donc, il y a 3 grandes compétences qui sont visées. La première, donc celle qui concerne le fait d'assurer l'entretien et la maintenance des VEVH, donc hors opération sur batterie, hein, on est vraiment sur des opérations hors batterie. On a la compétence appliquer une démarche de contrôle spécifique au VEVH, et la dernière, très importante, intervenir en sécurité sur un VEVH, hein, parce que c'est vraiment le sujet important par rapport à ces interventions, c'est qu'elles soient réalisées en sécurité. Ce qui fait le lien avec le fait que ce CCB va permettre d'atteindre les niveaux d'habilitation B0L, B2L, B2CL et B2VL. Ce CCB, il est inscrit au répertoire spécifique. Donc, vous pouvez très bien, en tant que salarié demandeur d'emploi, il peut être donc financé dans le cadre du CPF, compte personnel de formation. Un deuxième, ou plutôt second pour le moment, CCB consacré au VVH, c'est le CCB Conseil en électromobilité, qui lui va être un apport de compétences pour des personnes qui sont en contact direct avec la clientèle, que ce soit dans la vente ou dans les parcs de stationnement ou dans la location de véhicules. Donc là, on est sur 3 objectifs qui sont visés. Le premier, c'est de proposer et de présenter une solution d'électromobilité, apporter des conseils sur l'utilisation d'un VEVH et sur son écosystème, et puis sensibiliser aux règles de sécurité et d'environnement. Donc, ces CCB, vous l'avez compris, dans la mesure où ils apportent des compétences complémentaires, ils sont sur des formats courts et on est sur des durées qui sont préconisées, en fait. Donc, pour vous donner un peu une idée, sur le premier, sur la maintenance VEVH, on est autour de 12 jours et sur le conseil en électromobilité, on va être autour de 3-4 jours. Ça permet de compléter comme ça, comme tu le disais, des connaissances déjà sur le terrain. Voilà, exactement, pour des salariés demandeurs d'emploi qui veulent soit se maintenir dans l'emploi qu'ils connaissent déjà pour les demandeurs d'emploi et donc qui vont se remettre à la page, ou des salariés qui ont manqué en fait d'un apport de compétences, aux connaissances qui correspond à l'activité et aux besoins des entreprises aujourd'hui et qui vont donc avoir besoin de ça en plus. Donc on est sur la maintenance VEVH, voilà, il correspond tout à fait. Et toujours dans la même idée, un CCB qui est cette fois-ci dédié à la vente, qui a pour but donc de répondre aux besoins des entreprises qui sont dans un contexte d'évolution réglementaire et surtout de complexification croissante de l'offre de mobilité. Donc en fait, cette certification, donc CCB vente aux sociétés de véhicules neufs ou d'occasion et de services associés, elle va concerner des personnes qui travaillent, donc soit des salariés ou qui ont travaillé, donc toujours pareil, dans ce cas-là, des demandeurs d'emploi, dans une concession automobile ou chez un distributeur automobile. Donc là, on est sur 5 compétences visées. La première, prospecter un client professionnel, réaliser l'entretien de découverte du client professionnel, élaborer et négocier une proposition commerciale, répondre à un appel d'offres et traiter les réclamations des clients professionnels. Donc, pour ceux qui connaissent bien nos certifications, en fait, ce CCB vente aux sociétés, il va compléter le TFP vendeur automobile en matière de B2B. Quelque chose à ajouter, Marie-Sophie? Je te vois. Non, c'est parfait, c'est très clair. Parfait. Donc, on passe maintenant sur la rénovation des certifications du domaine de la maintenance. Plus précisément sur la poursuite de cette rénovation. Donc, les actualités par rapport à ces travaux, c'est tout d'abord qu'on a donc ça, vous le savez, mais je le redis, fait évoluer les référentiels des certifications branches. Donc, sur la filière maintenance des véhicules légers, filière maintenance motocycle et filière maintenance VUI. Donc, nos travaux avaient pour but d'intégrer les évolutions technologiques en lien avec l'entretien, le diagnostic, la maintenance préventive et corrective des véhicules légers, thermiques, électriques et hybrides. Et donc, aboutissement de ces travaux, nous avons fait renouveler au RNCP les certifications qui sont en lien avec ces domaines, les certifications de la maintenance. Donc, pour 5 ans, renouvellement du TFP technicien expert après-vente motocycle, du TFP technicien expert après-vente automobile, du CQP technicien après-vente automobile et du TFP mécanicien
automobile. D'ailleurs, ce TFP-TEAVA, Marie-Sophie, je crois me souvenir que c'était le deuxième l'année dernière en nombre d'inscrits. Oui. Tu confirmes, qu'en est-il pour cette année du coup? Oui, oui, tout à fait, c'est toujours le cas, hein. On le verra tout à l'heure dans les chiffres, mais le TEAVA, il arrive en deuxième position encore une fois, avec plus de 850 inscrits cette année, donc c'est en hausse par rapport à l'année dernière, avec plus 13% d'inscriptions pour ce titre à finalité professionnelle. Bon, ben voilà, donc on est toujours sur une certification qui marche bien. Bien mobilisé, oui. Ouais. Ensuite, en parallèle de ça, donc la NFA a poursuivi son accompagnement du ministère de l'Éducation nationale pour rénover ses diplômes, les diplômes de l'Éducation nationale qui sont le CAP, le Bac Pro et le BTS, donc en maintenance des véhicules et sur les 3 options véhicules légers, motocycles et véhicules de transport routier. Dans le cadre de cette rénovation, donc là aussi un pas de plus à concrétiser tout ça puisqu'il y a eu publication des nouveaux référentiels au journal officiel, donc l'arrêté du 26 mars 2025 qui reprend les nouveaux référentiels. On est sur la mise en œuvre depuis la rentrée 25, la mise en œuvre du CAP et du Bac Pro. Donc là aussi, la NFA a accompagné avec des réunions académiques sur le territoire les lycées et les CFA qui étaient concernés par ces rénovations. Et puis, des travaux en cours et je crois qu'ils sont pas loin d'être finalisés sur le BTS maintenance des véhicules avec donc un déploiement du nouveau BTS, du BTS rénové pour septembre 2026. Alors maintenant, on va faire un petit arrêt sur le domaine des écoles de conduite et le domaine de la vente pièces de rechange et accessoires. Alors, sur les écoles de conduite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu vraiment une grande révision, rénovation de toute la filière des écoles de conduite. Et là, je vais m'arrêter sur 2 certifications qui ont été rénovées, donc le TFP FMESR et le CQP RUESRC. Voilà, je vais y arriver. Donc, le TFP, formateur au métier de l'éducation et de la sécurité routière. Donc, en fait, non, en préambule, si ces 2 certifications ont évolué, c'est évidemment parce que les 2 qualifications qui étaient associées ont évolué, donc toujours pareil. Donc, effectivement, avant, le métier de formateur au métier de l'éducation et de la sécurité routière était en agent de maîtrise. Il est passé au niveau de cadre de niveau 1. Sur la convention collective, et le RUSRC, donc le responsable d'unité d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite, est passé du niveau de cadre de niveau 1 à cadre de niveau 2. Et donc, en parallèle avec tout ça, les 2 certifications ont évolué. Donc, le TFP FMESR, il est ouvert en alternance, en formation continue et à destination des demandeurs d'emploi. Il est ouvert, par exemple, dans le cadre de l'alternance en contrat de pro, mais aussi en ProA. Il est ouvert dans le cadre de transition pro et il est accessible aussi au CPF puisqu'il est enregistré au RNCP, on y reviendra par la suite. Et donc surtout, autre avancée intéressante, c'est qu'il est possible maintenant de suivre cette certification en parcours alterné, c'est-à-dire qu'il y a possibilité pour le salarié d'être maintenu dans l'emploi. Et donc, il va pouvoir aller, par exemple, 2 jours en formation et 3 jours, donc, il va rester dans son entreprise pendant 3 jours et il va aller 2 jours en formation. Donc, ça, c'est vraiment très favorable pour une entreprise. Et puis, par ailleurs, il peut être aussi réalisé en parcours progressif. Le parcours progressif, c'est qu'en fait, il va étaler en fait le TFP sur plusieurs années. Donc, par exemple, sur les 3 blocs de compétences, il va en suivre et en valider la première année et les 2 derniers la deuxième année. Donc, voilà, on est vraiment sur des parcours qui sont un peu à la carte pour les salariés qui sont en entreprise. Et alors, je parlais de la reconnaissance du niveau de responsabilité. Donc, il est d'autant plus, il a évolué et ça se voit parce qu'en fait, il a été inscrit au RNCP et dans le cadre de ce renouvellement, il est passé du niveau 5 au niveau 6. Donc, on est vraiment sur une revalorisation là qui est assez factuelle. En parallèle, on a le CQP RUESRC.
Donc, ce CQP, en fait, il a été développé et il a été aussi, la durée qui est consacrée a été augmentée parce qu'on a ajouté des compétences additionnelles en management d'équipe, donc par exemple sur la conduite du changement, et en matière de développement de l'activité, donc par exemple sur la gestion des appels d'offres. Donc, on est vraiment sur un accompagnement des salariés des écoles de conduite vers des postes de responsables. Voilà, c'est vraiment la marche qui peut leur permettre d'atteindre des postes de responsables. Il est ouvert par les organismes de formation, donc aussi en parcours progressif, comme j'ai détaillé tout à l'heure pour le TFP, FMESR, ou en parcours massé, c'est-à-dire qu'ils peuvent l'obtenir en une seule fois. Il est aussi inscrit au RNCP au niveau 6. Et puis, donc, vraiment, une certification qui est accessible en contrat de pro, donc qui est aussi éligible en ProA. Et d'ailleurs, je crois que les chiffres parlent par rapport à ça, Marie-Sophie, parce que je crois qu'il est surtout déployé en formation continue, ce CQP. Oui, tu as raison. On avait pour 2024 84% des inscrits qui l'étaient via la formation continue. Pour les autres, il s'agissait de demandeurs d'emploi à être très à la marge de VAE, mais la plupart, 84% inscrits en formation continue. Voilà, donc là aussi, ça se confirme. Alors, si on poursuit avec le domaine des écoles de conduite, il y a eu la création du métier, donc de la qualification d'auxiliaire de gestion des écoles de conduite. Donc, c'est vraiment un métier qui est central au sein des écoles de conduite parce que l'auxiliaire de gestion, c'est très souvent le premier contact qu'on va avoir au sein de l'école de conduite. Donc, c'est vraiment voilà, la porte d'entrée. Donc, très important d'avoir des personnes qui sont bien formées pour réaliser ce métier. Donc, en fait, on est sur deux grandes activités sur ce métier. Les premières, c'est les activités administratives, donc avec toute la partie planification des sessions de formation et d'examen, les tenues de planning, la constitution et le suivi des dossiers de candidats, le suivi des règlements. Et on a donc vraiment une relation clientèle très, très importante, donc l'accueil de la clientèle, le traitement des sollicitations, l'identification et le traitement des réclamations de premier niveau. Il renseigne et il va accompagner aux examens. Donc, si on poursuit en lien avec ce métier, on a la création du CQP d'auxiliaire de gestion des écoles de conduite. Donc là, on a deux objectifs qui sont en lien avec les activités que j'ai citées. Donc le premier, c'est d'accompagner la clientèle d'une école de conduite et le second, c'est de gérer l'organisation administrative des sessions de formation et d'examen d'une école de conduite. Les voies d'accès sont l'alternance, la formation continue, les demandeurs d'emploi et le dispositif de reconnaissance de l'expérience, le DRE, et vous saurez par cœur ce que c'est tout à l'heure puisque je vais vous parler de la VAE et du DRE. Il est créé donc en lien, donc évidemment, comme je viens de le dire, avec la qualification que j'ai présentée précédemment. Petit teasing pour le DRE. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, on fait un quiz. Alors maintenant, on passe au domaine vente pièces de rechange et accessoires avec le métier de téléconseiller PRA. Donc le téléconseiller pièces de rechange et accessoires, donc on va dire PRA pour aller plus vite, il va assurer à distance toutes les activités de conseil et de vente des pièces de rechange et accessoires, des produits et des services auprès des clientèles professionnelles et particuliers. Donc les clients professionnels et particuliers. Il peut se spécialiser dans la commercialisation soit donc des PRA du véhicule particulier, du véhicule industriel ou de la moto. On a des activités qui sont d'identifier la demande client à distance, de conseiller le client, d'identifier les références des pièces et de proposer une solution alternative en cas d'indisponibilité, de réaliser des ventes complémentaires et additionnelles, de saisir les commandes dans le DMS et de répondre aux réclamations. Et puis pour finir, de réaliser des appels de prospection. Donc, si dans toutes les activités précédentes, on était vraiment sur la gestion des appels entrants, on a cette petite activité, enfin petite parce que ça ne représente pas quand même le cœur du sujet, mais on a aussi quand même une activité qui est consacrée à la gestion des appels sortants.
dans ce cadre-là. Donc, il s'agit en fait de mettre à jour la base de données client-prospect, voilà, d'avoir des missions de conseil, de vente et de prospection. Voilà. Mais on est voilà, à la marge, il y a aussi cet élément. Donc, où est-ce qu'il travaille, ce téléconseiller PRA? Donc, il va travailler dans des centres d'appel qui vont agir au profit d'une concession, d'un groupe de distribution des services de l'automobile, donc d'un GDSA, d'une plateforme logistique de pièces ou d'un centre de véhicules hors d'usage, CVHU. Toujours en parallèle, la certification associée, donc on a créé le CQP téléconseiller PRA. Donc, c'est la formation qui est toujours axée sur le conseil, la vente, le suivi à distance de la relation client-PRA. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, dans un moindre volume sur la prospection téléphonique et la fidélisation de la clientèle. Il y a 2 objectifs principaux, on les retrouve toujours en lien avec l'activité, conseil, vente et suivi à distance de la relation client-PRA et la prospection téléphonique et la fidélisation de la clientèle. Les voies d'accès, contrat de professionnalisation, formation continue, dispositif de reconnaissance de l'expérience. Donc, voilà, c'est vraiment une certification qui peut s'adresser à des jeunes qui ont suivi un parcours technique ou à des salariés en reconversion. Et on y arrive. Et on y arrive maintenant, effectivement, sur la reconnaissance de l'expérience. Donc, VAE, validation des acquis d'expérience, DRE, dispositif de reconnaissance de l'expérience au sein de la branche des services de l'automobile. Donc, rapidement, la VAE, elle est issue de la loi de la modernisation sociale de 2002. Elle permet d'obtenir tout ou partie d'un diplôme ou d'une certification professionnelle inscrite au RNCP. Donc, ça, c'est la grande nuance entre la VAE et le DRE. Hein, VAE, il faut que la certif soit inscrite au RNCP et le DRE, c'est un dispositif interne à la branche des services de l'automobile pour les certifications qui ne sont pas inscrites au RNCP. Donc, le candidat va pouvoir valoriser son expérience professionnelle, bénévole et volontaire. Donc, c'est vraiment expérience au sens large. Et ceci, peu importe son âge, sa nationalité, son statut ou son niveau de formation. La VAE, et ça c'est intéressant parce qu'elle peut concerner l'intégralité d'une certification ou alors elle peut viser un ou plusieurs blocs de compétences, ce qui peut être utile pour étaler sa démarche de valorisation dans le temps voilà, sur plusieurs années ou alors pour compléter un parcours existant avec d'autres blocs de compétences et donc pouvoir obtenir in fine une certification professionnelle en jouant sur les différents blocs de compétences. Donc, au sein de la branche des services de l'automobile, en 2020, déjà, on avait mis en place le dispositif de reconnaissance de l'expérience. Et puis, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'en 2024 est née la plateforme France VAE, qui est une plateforme guichet unique, en fait, pour les demandes de VAE, qui va simplifier, sécuriser, moderniser le parcours de VAE. Et donc, en 2024, la branche des services d'automobile est la première branche professionnelle à avoir mis en ligne sur la plateforme ces CQP TFP ouverts à la VAE. Donc, à date, à ce jour, on a 29 certifications de la branche qui sont sur la plateforme et on a 86 blocs de compétences qui sont accessibles en VAE. C'est pas rien. Et non. C'est assez impressionnant. Donc, par rapport à ce souhait de se mobiliser sur la VAE, on a aussi mis en place un réseau d'accompagnateurs de parcours. Donc, l'objectif de ce réseau, c'est de promouvoir, de développer et d'accompagner les démarches de validation, que ce soit VAE ou DRE. Donc, c'est un réseau qui est composé de 4 partenaires et qui va couvrir le territoire national et qui va accompagner donc en présentiel et en distanciel. Donc, c'est en quoi il couvre tout le territoire parce que, évidemment, il peut aussi accompagner à distance. Et puis, il va accompagner des VE collectives ou des VE individuelles. Parce que la VE peut être une démarche personnelle, individuelle, voilà, le souhait d'une personne de valoriser son expérience par une certification, mais ça peut être aussi une démarche collective. Et donc là, ça va être un service de gestion des ressources humaines qui va souhaiter valoriser un groupe de salariés qui vont avoir une expérience en lien avec une certification professionnelle.
Donc, si vous avez toute question par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à revenir sur votre contact habituel en région, votre responsable territorial qui pourra vous renseigner parce que voilà, ces VAE collectives sont vraiment fort utiles et donc elles peuvent être aujourd'hui accompagnées grâce à notre réseau d'accompagnateurs de parcours. On va revenir en détail un peu sur cet accompagnement que réalisent les accompagnateurs de parcours, donc qu'on appelle les architectes, architectes de parcours professionnels. Donc, ils vont commencer par étudier le projet du candidat pour valider la pertinence de son souhait, réfléchir aussi à le positionner sur une certification. Et puis, voir dans la construction du parcours, la deuxième étape, s'il y aurait besoin ou pas d'un apport de formation qui peut être préalable à la démarche de VAE. Donc là aussi, un suivi par rapport à cette formation, identification de la formation pour que le candidat soit accompagné pour qu'il la reprenne. Ensuite, un gros travail qui va être apporté sur l'aide à la rédaction du dossier, ou plutôt des dossiers, puisque la démarche de VAE démarre par un dossier de faisabilité qui va permettre l'obtention d'une recevabilité pour aller vers la deuxième étape qui consiste à rédiger cette fois-ci le dossier de validation, qui est le dossier qui sera lu et qui sera sur lequel s'attardera le jury de VAE pour questionner le candidat. Donc, dernière étape, la préparation au jury. Donc, il est là vraiment pour l'aider à préparer ce moment. Et puis, en fonction des résultats du jury aussi, il va l'accompagner sur le post-jury pour aller vraiment jusqu'au bout de sa démarche pour l'obtention d'une certification ou pas, puisque certaines fois, évidemment, le résultat peut être ce qu'on appelle une validation partielle. Et donc, c'est là que le post-jury va intervenir pour aider le candidat à finaliser son parcours pour pouvoir obtenir in fine, un jour, en fonction d'une nouvelle formation, d'une nouvelle expérience, l'intégralité de la certification qui a été sollicitée. On a une question dans le fil de conversation sur ce réseau d'accompagnateurs. On nous demande s'il est externe à la NFA. Alors, en fait, nous, on a sélectionné des accompagnateurs et ces accompagnateurs, vous pouvez retrouver leurs coordonnées sur France VAE. En fait, ils sont à la fois externes et internes. C'est-à-dire que c'est pas vrai. Ils sont totalement externes à la NFA. C'est-à-dire que ce sont des structures. Donc, il y a des personnes des chambres de métiers et de l'artisanat, etc. Et voilà. Je disais qu'ils étaient externes et j'avais la vision interne parce que je cherchais le lien qu'ils avaient avec nous, mais ils sont totalement externes et vous pouvez retrouver leurs coordonnées en passant par votre contact en région. Oui, c'est ça. En fait, ils sont externes, mais conventionnés par la NFA. C'est ça, voilà. C'est ça. On le précise, Angélique. Donc, d'où ce que tu disais, effectivement, ils ne sont pas internes, mais il y a quand même la convention à NFA pour encadrer tout ça. Voilà, il y a d'autres questions VAE. Je pense qu'on y reviendra à la fin de la session, au moment des questions. Et comme ça, on va terminer sur les actualités France Compétences, si ça te va. Oui, très bien. Donc, France Compétences, on en a déjà parlé, c'est juste un petit résumé. Les actualités, c'est les renouvellements RNCP pour 5 ans des 4 certifications professionnelles dédiées à la maintenance. C'est les enregistrements au répertoire spécifique pour 3 ans. Alors, je crois d'ailleurs que je n'ai pas assez insisté là-dessus, mais voilà, bonne nouvelle aussi pour nous. On avait déjà le CCB réalisé l'entretien à la maintenance d'un VEVH qui était inscrit au répertoire spécifique et depuis quelques jours, parce que ça date de fin septembre, on a aussi notre CCB vente aux sociétés des véhicules neufs ou d'occasion et des services associés qui est inscrit au répertoire spécifique. Donc, ça veut dire qu'ils sont mobilisables dans le cadre du compte personnel de formation. Par ailleurs, vous en avez sans doute entendu parler, mais France Compétences, il y a eu un décret relatif à la certification professionnelle en juin 2025 et donc nous œuvrons pour appliquer ce décret.
D'ailleurs, peut-être Marie-Sophie, tu as la possibilité, parce qu'en fait, on a... ah ben voilà, non, mais elle va tellement vite, mais dingue. En fait, on a réalisé un webinaire sur les actualités juridiques des certifications de branche. Donc, si vous voulez vraiment tout savoir sur ce décret et les impacts dans le cadre de nos activités en tant que certificateur, voilà, et puis des vôtres en tant qu'organisme de formation, ce webinaire, si vous ne l'avez pas vu, va être très, très éclairant. Merci beaucoup, Marie-Sophie. Mais de rien, il est dans la conversation, vous pouvez cliquer pour le retrouver. Merci Anne-Sophie, en tout cas c'était très riche, très clair, encore beaucoup d'actualités hein, sur les certifications. On voit que ça bouge et ça suit en fait les évolutions du terrain. Donc c'est voilà, toujours important de revenir un peu vous présenter toutes ces actualités. Et on enchaîne maintenant avec les résultats de l'enquête sur les sortants 2024. Donc vous savez, tous les ans, on interroge les personnes qui ont suivi justement une de ces certifications de branche pour savoir où ils en sont 6 mois plus tard, quelle est leur situation professionnelle, est-ce qu'ils sont insérés ou non. Alors, plus précisément en termes de méthodologie, on a une statistique publique qui existe, qui s'appelle InserJeune, mais cette statistique publique, elle est disponible en ligne, hein, vous pourrez la retrouver, mais elle ne va pas concerner toutes les voies d'accès, elle ne va concerner que les formations professionnelles mobilisées par l'apprentissage ou la voie scolaire. Donc, il va nous manquer forcément toute une partie de nos formés. Donc, on garde à côté un dispositif d'enquête qui est donc mené par l'Observatoire en juin et juillet, donc cette année 2025. On a interrogé 1828 personnes, c'est très précis. Et pour la première fois, on a ajouté cette année, on a cumulé notre dispositif d'enquête avec le recueil des informations fournies par les OF, par les organismes de formation. Puisque Anne-Sophie, hein, c'est le cas, vous demandez dans les cahiers des charges de l'habilitation à ce que les OF donnent ces informations. Oui, oui, tout à fait, hein. C'est extrêmement, extrêmement important pour nous et pour les OF et pour tout le circuit parce qu'en en fait, on demande dans le cahier des charges à ce que l'OF s'engage à nous transmettre ces données d'insertion qui vont être particulièrement utiles parce qu'en fait, elles seront réintégrées, enfin, elles sont intégrées dans les dossiers d'enregistrement au RNCP. Parce que contrairement aux autres éléments qui sont déclaratifs, là, sur les données d'enregistrement, on est vraiment sur des éléments probants. Hein, donc, on doit prouver par ces données d'insertion que la certification a permis une évolution professionnelle. Donc, voilà, c'est vraiment extrêmement important pour nous. Et du coup, ça nous a permis de rajouter à l'échantillon interrogé 1541 personnes supplémentaires. Donc, on obtient cette année 3369 personnes qui sont concernées par ces données. Et du coup, c'est l'échantillon le plus grand qu'on ait jamais eu. Donc, on est assez content de pouvoir voilà, traiter autant d'informations. C'est toujours des personnes qui sont inscrites dans une certification qui se terminait en 2024. Hein, cette fois, on est toujours sur l'année civile et il faut que le jury ait lieu en fait en 2024. Quelle que soit la voie d'accès, on en a déjà parlé. Et puis, on met de côté les personnes qui ont abandonné. Ce n'est pas la cible de l'enquête puisque pour les dossiers RNCP, notamment, on se concentre sur les personnes qui sont allées au jury. Et donc, on les questionne sur leur situation 6 mois après l'obtention ou la non-obtention de la certification. Donc, quels sont les chiffres pour les sortants 2024? Alors, on avait 6105 inscrits à une certification qui se terminait en 2024. C'est 5% de plus que l'année précédente, hein, donc toujours en progression. On va le voir juste après. C'est des progressions qui se poursuivent dans le temps. Parmi ces 6105 inscrits, on a 84% qui se sont présentés à l'examen. Alors pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui ont abandonné en cours de route et puis d'autres qui n'ont pas eu accès au jury, qui ont été refusés avant jury puisqu'il faut valider un certain nombre de blocs pour pouvoir accéder au jury. Donc un point de plus pour le taux de présentation à l'examen, ça nous donne 5133 présentés à l'examen avec un taux de réussite qui est stable par rapport aux années précédentes à 89% et donc 4561 personnes certifiées, c'est 6% de plus que l'année précédente.
Donc, on le voit, cette évolution, elle se poursuit donc d'année en année avec une progression, hein. Vous le voyez, on était à 4133 inscrits pour les sortants 2020. On atteint à 6105 pour les sortants 2024. C'est en 5 ans une augmentation de 48%. C'est considérable, hein, vous voyez. Et si on se penche sur le millésime qui nous intéresse aujourd'hui, on peut voir la répartition par mode de formation. Donc, on voit que près des trois quarts sont formés en alternance, donc soit bien sûr l'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. Et puis ensuite, on a 11% des inscrits qui étaient des demandeurs d'emploi et 15% de la formation continue. Ici, vous retrouvez donc ces inscrits, mais répartis selon leur certification suivie. Donc, vous avez ici le palmarès, le top 14 des certifications les plus mobilisées. Donc, en premier, on retrouve encore et toujours le vendeur automobile indétrônable avec plus de 1300 inscrits en progression encore cette année. En deux, on l'a vu tout à l'heure, le fameux TEAVA, technicien expert après-vente automobile, donc de cette filière maintenance. Ensuite, on a le mécanicien cycle avec près de 600 inscrits, l'opérateur vitrage, puis le carrossier peintre. Et enfin, le responsable d'unité d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière dont vous a parlé Anne-Sophie tout à l'heure. Puis après, je vous laisse prendre connaissance du top 14, mais vous retrouverez bien sûr les données dans l'autofocus avec plus de détails et plus de temps pour parcourir tout ça. On demande chaque année la perception de la qualité de la formation dans le centre de formation d'une part et en termes de qualité d'accompagnement dans l'entreprise, puisque un certain nombre des formés sont en alternance ou en tout cas ont des périodes en entreprise. Et donc, c'est un plébiscite tous les ans. Alors, on vérifie que ça ne s'effondre pas et c'est pas le cas. Encore cette année, 95% des sortants d'une certification de la branche sont satisfaits de leur formation dans leur organisme de formation. Donc, soit 36% plutôt satisfaits, soit 59% très satisfaits. C'est en progression de 2 points par rapport à l'année précédente. Et pour ce qui est de la perception de la qualité de l'accompagnement dans l'entreprise, c'est un tout petit peu inférieur, ça reste très élevé avec 87% des sortants qui sont satisfaits, c'est stable par rapport à l'année dernière. On regarde maintenant les chiffres vraiment de l'insertion et pour ça, on va zoomer et se concentrer sur chaque mode de formation. Donc, on commence avec l'alternance. Donc, on voit ici les taux d'insertion 6 mois après la fin de la formation pour les personnes qui ont suivi une formation en alternance, en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Donc, on peut rappeler peut-être à Anne-Sophie, si besoin, l'alternance, c'est plutôt soit pour les CQP, le contrat de pro. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc, pour rappel, le CQP, c'est de l'alternance en contrat de professionnalisation et le TFP peut être accessible aussi en contrat d'apprentissage, en apprentissage. Et on voit des taux d'insertion qui sont particulièrement élevés puisqu'on a 90% de l'ensemble des sortants de 2024 en alternance qui sont en emploi 6 mois après la fin de la formation. Ça monte même à 91% pour les titulaires, donc ceux qui ont obtenu en fait la certification, qui ont validé la certification au jury. Et 83%, donc un écart quand même pour ceux qui n'ont pas obtenu la certification. On a 8 points d'écart pour ceux qui n'ont pas obtenu, mais on atteint quand même 83% d'insertion, ce qui n'est pas négligeable. Alors, à noter qu'on a une légère baisse, 2 points de moins pour l'ensemble des sortants et les titulaires par rapport à l'année dernière, mais on était vraiment sur des niveaux très très hauts l'année dernière, 92% et 93% respectivement. Donc, bon, c'est à suivre dans le temps, on surveillera, mais rien d'inquiétant pour le moment. Quand on regarde un peu plus précisément dans le détail cette insertion, on se rend compte qu'elle est de bonne qualité. 95% des titulaires en emploi sont restés dans la branche, 91% exercent le métier pour lequel ils ont été formés et 92% sont en CDI. Et en plus, l'insertion, elle commence en fait dès la formation puisque 66% des titulaires en emploi, 6 mois, travaillent dans l'entreprise qui les a formés durant la certification. Donc c'est vrai que on voit que le lien est fort entre l'entreprise d'apprentissage
d'alternance et l'insertion derrière. En général, les établissements souhaitent garder les personnes formées. Pour les non-titulaires, en revanche, on s'insère un peu moins dans la branche, 82% quand même, et on exerce un petit peu moins le métier cible, 69%, ce qui n'est pas forcément surprenant, puisque comme on n'a pas forcément validé la certification, ne serait-ce que pour les métiers qui sont réglementés, on ne peut pas forcément exercer ce métier. Ils sont également moins souvent embauchés en CDI, 78%, soit 14 points de moins que pour les titulaires, ceux qui ont obtenu la certif. Si on revient un petit peu sur cette durée avant l'insertion, on le disait, on a une grande partie qui reste en fait, ou qui en retourne dans l'entreprise de formation. Et sur la totalité des personnes formées, hein, y compris ceux qui ne trouvent pas d'emploi, donc là on repart sur une base de 100%, on voit que 58% sont insérés dès la fin de la formation. En tout cas, un premier emploi dès la fin de la formation. Et puis, un mois après la fin de la formation, ils sont 10% de plus, donc 68% à être en emploi. Donc, c'est une insertion qui se fait très rapidement après la sortie de formation. Ça s'étale un petit peu pour les derniers pourcentages, mais vous voyez que la grande majorité est insérée très rapidement après la certification. On passe maintenant au public demandeur d'emploi. Donc, on a vu là pour l'instant l'alternance. Maintenant, on regarde ce qui se passe après un dispositif demandeur d'emploi. Est-ce que, Anne-Sophie, tu peux nous donner des exemples? Quel type de dispositif ça couvre? Oui, bien sûr. Bah, en fait, il peut y avoir le dispositif de la POEC, qui est la préparation opérationnelle collective à l'emploi. C'est des formations collectives pour les demandeurs d'emploi qui sont financées par le comobilité. Il peut y avoir aussi de la POI qui, cette fois-ci, va être une formation qui va être financée au préalable d'une embauche d'un demandeur d'emploi. Donc ça, c'est un autre dispositif très, très utile. Et puis, il y a aussi des dispositifs régions, comme le plan régional de formation, où là, la région va identifier des formations qui correspondent à des besoins et donc elles peuvent aussi avoir des formations collectives qui vont être financées directement par le conseil régional. Et c'est vrai que c'est un public qui est parfois... Ah, on ne t'entend plus, Marie-Sophie? Enfin, pas bien. Allô? Oui, vous m'entendez? C'est mieux? C'est vrai que je disais que c'est un public qui est parfois éloigné de la sphère professionnelle depuis longtemps. 27% ici étaient demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, donc l'objectif d'insertion, il est encore plus central. Et on voit que les taux d'insertion sont très bons, hein. On atteint 71% pour l'ensemble des sortants, c'est stable par rapport à l'année dernière, et 73% pour les titulaires, hein, ceux qui ont obtenu la certification. On n'a pas ici le distinguo avec ceux qui n'ont pas obtenu la certification, tout simplement parce qu'on est sur des effectifs qui sont plus réduits et donc on atteint des échantillons qui sont trop faibles pour que ce soit significatif. Donc on va rester sur les plus grands sous-échantillons ici, c'est-à-dire l'ensemble des sortants ou les titulaires. Parmi les titulaires en emploi, on a 85% qui travaillent dans la branche, 76% qui exercent le métier ciblé par la formation et 61% qui sont en CDI, 17% à leur compte. Donc une insertion qui là aussi est très qualitative et ciblée par rapport à l'objectif de formation de l'assertif. Pour finir sur ces données d'enquête, on a la troisième voie d'accès majoritaire qui est la formation continue. On en a déjà un petit peu parlé précédemment. Donc là, elle concernait 879 personnes pour ce millésime. C'est en progression de 19% par rapport à l'année dernière. Donc on voit que c'est aussi un mode qui séduit. Parmi les répondants titulaires, on avait seulement 4% qui étaient à la recherche d'un emploi 6 mois après l'obtention de leur certification. Donc la grande majorité reste en emploi soit dans leur établissement de départ, soit dans un autre établissement. Mais en tout cas, on a très peu de personnes à la recherche d'un emploi 6 mois après l'obtention de la certification. Et puis, 96% des titulaires sont en CDI ou à leur compte. On a également 72% des titulaires qui exercent le métier visé par la certification. Donc, on a parfois certains qui attendent encore de pouvoir progresser sur le métier pour lequel ils ont été formés. Mais 72% à 6 mois sont bien sur le métier visé par la certification. Ah, voilà, il y avait des petites flèches. Pardon, elles arrivent.
Et donc, pour finir, on a des résultats par type de certification, par un grand TFP ou CQP. Alors, vous retrouvez ici les données de taux de réussite et de taux d'insertion des titulaires pour le TFP vendeur automobile. Vous vous souvenez, hein, c'était le premier dans la liste, le plus mobilisé, avec un taux d'insertion de 90%. Le TEAVA, le numéro 2, on a un taux d'insertion qui monte à 96% pour les titulaires, donc vraiment très élevé. On voit que c'est une certification qui séduit. Le titre à finalité professionnelle mécanicien cycle, donc on le surveille un petit peu parce que le taux d'insertion est un peu en baisse depuis 2 ans. Il atteint maintenant 67%. Alors on ne peut pas forcément comparer puisqu'on n'est pas sur les mêmes modes d'accès à la formation. Ici, on a à la fois de l'alternance, de la formation continue et des dispositifs de demandeurs d'emploi. Mais on observe quand même hein, une baisse depuis 2 ans sur ce secteur qui peine un petit peu au niveau conjoncturel, au niveau économique. Le CQP opérateur vitrage, lui aussi avec un taux d'insertion très élevé, 96%. Et enfin, le titre à finalité professionnelle réceptionnaire après-vente VL, 88% de taux d'insertion. Le CQP responsable d'unité d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière, on en parlait tout à l'heure avec Anne-Sophie, qui atteint 95% de taux d'insertion des titulaires. Et le titre à finalité professionnelle carrossier peintre avec 94% également d'insertion à 6 mois. Donc vous le voyez, on a ces précisions pour ces certifications parce que on a eu beaucoup de répondants cette année grâce à l'enquête et grâce aux données des organismes de formation. Donc on peut vous donner le détail. Donc on présente ici les certifications les plus mobilisées dès lors qu'on a plus de 100 répondants. Mais vous retrouverez dans l'autofocus le détail pour l'ensemble des certifications, même si parfois les échantillons sont un peu plus petits en fonction des certifications. Et on a atteint la fin de la présentation. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'ai vu qu'il y avait eu quelques questions sur la VAE. On peut peut-être y revenir, Anne-Sophie, si ça te va. Ouais. On nous Ouais. demande si une personne nous demande s'il est éligible à une VAE. Est-ce qu'il faut le diriger plutôt vers le site de France VAE en premier ou vers le réseau d'accompagnateurs? Et dans ce Alors, cas, quel numéro? ouais. Alors le mieux, c'est le réseau d'accompagnateurs parce qu'en fait, il va aider notamment à aller se positionner sur la plateforme France VAE. Donc les numéros, vous les avez. Hein. Du coup, j'ai mis dans la conversation en dessous la liste des accompagnateurs. Et de toute façon, le dossier va devoir passer à un moment donné. Enfin voilà, le point de démarrage, c'est la plateforme France VAE. Mais le mieux, c'est quand même de commencer par le réseau d'accompagnateurs. Ensuite, il y avait une question sur la limite du temps d'accompagnement pour réaliser les 4 étapes. Alors en fait, non, il n'y a pas de limite particulière du temps. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que les blocs de compétences d'une certification sont acquis à vie. Donc, on pourrait se dire que la limite, c'est plutôt la limite de vie de la certification professionnelle. Mais sinon, dans le cadre de l'accompagnement, il n'y a pas de limite. Sur les Ok. 4 étapes, en tout cas. Donc ça peut vraiment s'étaler dans le temps en fonction des parcours, Mm. de vie des uns et des autres. Voilà, ouais, exactement. Super, très Mm. clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il n'y a pas pour l'instant dans la conversation d'autres remarques. Les loueurs de véhicules sont souvent absents. Alors, dans les données d'enquête, en tout cas, on n'a pas assez de données. C'est des échantillons qui sont trop faibles, mais effectivement, vous pourrez retrouver quand même quelques données dans les tableaux récapitulatifs de l'autofocus. Mais ça, si on a des échantillons qui sont faibles, on ne peut pas forcément vous Quand tu donner dis des échantillon, stats. c'est le nombre de répondants, c'est ça? C'est ça, le nombre de répondants. Et en fait, le nombre de répondants, il va dépendre notamment du nombre d'inscrits et du nombre de titulaires de la Ah certification. Et oui, c'est oui, vrai qu'on a d'accord, des ok. Ça n'est certifications pas pour qu'une. lesquelles on n'a pas Ok. beaucoup de volume. Donc, C'est pas qu'une histoire de répondants, c'est aussi le non, volume c'est ça. Il faut qu'il y ait des d'inscrits. volumes au départ. Oui, oui, tout à fait. Mm. D'ailleurs, vous retrouverez hein, toutes les statistiques et les actualités présentées par Anne-Sophie et plus encore dans l'autofocus qui est disponible dès aujourd'hui sur le site. Je vous remets le lien direct dans la conversation. Et puis, vous pouvez le trouver aussi sur LinkedIn ou sur les réseaux ou directement sur le site de la NFA. Donc, n'hésitez pas à le consulter pour retrouver toutes les informations et avoir les données pour toute l'année à venir.
Si on n'a pas d'autres questions, je pense on va pouvoir se quitter, on va pouvoir se dire au revoir et vous remercier encore de votre participation, de votre écoute ce matin. Merci beaucoup pour tous ces petits trucs qui volent là. Merci beaucoup. Et puis voilà, comme le disait Marie-Sophie, n'hésitez pas à lire l'autofocus qui reprend tout ce qu'on a dit, mais en donnant encore plus d'infos. C'est ça. Merci beaucoup. Bonne Merci. journée. Au revoir. Au revoir.